Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 1h34 par jour. C'est le temps qu'un enfant de 5 ans et demi passe devant des écrans. Alors que le Sénat s'apprête à examiner une proposition de loi sur le sujet, l'invité du Grand Oral est le psychiatre Serge Tisseron. L'anti-sèche des Maguesselles. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme d'histoire. Programme d'histoire en ce 25 avril, c'est jour de gloire pour Rouget de Lille. Vous l'aurez compris, c'est l'anniversaire de la Marseillaise. Emma vous dira tout. L'heure de la récré est toujours avec Emma. Elle vous fera découvrir aujourd'hui 100 géants sculptés de par le monde. Et puis enfin, vous avez rendez-vous. Il faut arrêter de rire sur ce plateau, sinon je vais rire aussi. Rendez-vous en fin d'émission pour la chronique Les années collège avec Amélie Paris. L'usine avait ralenti sa production pour cause de crise énergétique. Elle vient de reprendre. Zoom sur une star des cantines, le verre Duralex, auquel Amélie consacrera sa chronique. La quotidienne de School TV, c'est parti. C'est maintenant Grand Oral. Voilà une étude qui tombe à point nommé alors que l'Assemblée nationale vient de transmettre au Sénat une proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans. Cette étude a été publiée par l'INSERM. Elle étudie le temps d'écran total par type d'écran des enfants de moins de 6 ans. Le temps passé par ces enfants devant les écrans, il a augmenté ces dernières années en France et on en parle avec un des meilleurs spécialistes français du sujet, le psychiatre Serge Tisseron, qu'on est très heureux d'accueillir. Serge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première information importante, on va donner les chiffres, les heures, mais ce qu'on peut retenir, d'abord, c'est qu'on n'est pas égaux devant les écrans. Certains enfants, ils sont nettement plus exposés que d'autres. Oui, tout à fait. D'abord, il faut préciser que l'étude porte sur des chiffres recueillis avant 2017. Depuis, il y a eu le confinement et probablement les chiffres que vous avez évoqués, dont on va parler encore, sont encore supérieurs. Donc, raison de plus de s'alarmer. Alors, effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport aux écrans. On le voit bien dans l'étude, puisqu'il y a déjà des disparités géographiques importantes. Et c'est quand même une tentation de mettre ces disparités géographiques en relation avec le fait qu'il y a aussi des disparités sociales importantes. Les personnes issues de l'immigration, les mères célibataires, la pauvreté. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que les régions qui sont économiquement plus sinistrées ou les régions qui sont traditionnellement des régions d'accueil de migrants sont des régions dans lesquelles les temps d'écran sont supérieurs. Et cette question de l'inégalité sociale, elle est hélas trop souvent oubliée. Et c'est important que cette étude, vraiment, nous la mette sous le nez. Parce que là, oui, c'est flagrant. Ils en parlent tout de suite dans cette étude de l'INSERM. Deuxième inégalité, une égalité garçon-fille, au détriment, j'allais dire, cette fois des garçons. Les garçons sont plus devant les écrans que les filles. Alors, pourquoi? Peut-être que les mamans apprennent plus des activités à leurs filles, on ne sait pas. En fait, c'est aussi une voie ouverte pour la recherche. Peut-être aussi, les filles sont plus intéressées par des activités plus manuelles, les garçons sont plus physiques, et donc du coup, quand ils n'ont pas la possibilité de trouver un terrain de jeu à l'extérieur, eh bien, ils regardent des choses très mouvementées, des programmes dans lesquels il y a des personnages qui ont des activités physiques. Du coup, c'est un petit peu comme si eux les avaient par procuration. Mais encore une fois, ça doit dépendre de l'environnement familial, ça doit aussi dépendre peut-être de la testostérone chez les garçons, qui est plus importante. Voilà. Mais en tout cas, c'est une voie de recherche intéressante. La disparité n'est pas énorme non plus. Non, elle n'est pas significative. Il faudra voir surtout... Mais elle est croissante, si j'ai bien compris, puisque je lis dans l'étude, si aucune différence entre garçons et filles n'était observée à 2 ans, les garçons utilisent l'écran 10 minutes de plus que les filles à 5 ans et demi, et apparemment, ça ne s'arrange pas par la suite. Je voudrais qu'on donne une bonne nouvelle, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Il faut bien insister sur le fait qu'il y a tant d'écrans et tant d'écrans. C'est-à-dire que si je suis devant un écran, mais avec mes parents en train de regarder un documentaire intéressant ou en train de faire un jeu, mais qui est un jeu éducatif, la critique n'est pas du tout la même que si je suis en train de m'abêtir de manière totalement addictive sur quelque chose qui va me rendre dingue, quoi. Voilà, absolument. Et ça, c'est un domaine qui est bien connu maintenant. Alors, déjà, dans le cadre des valises 36912, on le dit depuis l'origine. On dit qu'il y a 3 principes quand même pour faire en sorte que les enfants découvrent l'écran dans de bonnes conditions. C'est alternance, accompagnement, apprentissage, autorégulation, alternance d'activité avec ou sans écran, mais accompagnement qui est très important. On sait aujourd'hui aussi que le fait que les écrans soient interactifs ou non interactifs, ça joue un rôle important. Pas avant 3 ans, mais à 5, 6, 7, 8 ans, c'est important. Et puis évidemment aussi le fait que les écrans soient partagés ou pas. Et puis le fait que dans les familles, on parle ou pas de ce que les enfants voient sur les écrans. Certains chercheurs disent que les écrans peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Mais il y a une chose que les écrans ne nous apprendront jamais, c'est à parler, à raconter.
parce que devant un écran, on n'est pas invité à raconter. Et donc, du coup, bien au contraire, on est invité à l'écouter. Donc, du coup, il faut que les parents prennent l'habitude de demander à l'enfant, écoute, tu as vu, quand il est petit, tu as vu, je sais pas, petit ours brun, l'âne trop, voilà, et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Et l'enfant va essayer d'expliquer un petit peu, puis le parent peut-être va corriger les phrases pour qu'elles soient mieux formulées, va poser d'autres questions. Et à la fois l'acquisition du langage, la formulation, l'expression, c'est absolument fondamental pour le développement, toutes les fonctions cognitives, sociales, etc. chez l'enfant. Vous venez de citer les fameuses balises 3, 6, 9, 12 ou les repères 3, 6, 9, 12. Vous en êtes le père, ça a plus de 15 ans aujourd'hui. Oui. On rappelle, allez, pour celles et ceux qui auraient raté l'épisode. Oui, alors il y a 3 principes. Voilà. Encore une fois, alternance, accompagnement, apprentissage, autorégulation, c'est-à-dire... Mais 3, 6, 9, 12, c'est les âges aussi. Voilà, et il y a des principes éducatifs, mais donc 3, 6, 9, 12, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Voilà, avec donc des conseils spécifiques pour chaque tranche d'âge. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans, puisque ces balises, vous les avez inventées, j'allais dire, il y a maintenant 15 ans? Oui, alors je les ai inventées par rapport à un problème qui préoccupait beaucoup, quand même, déjà dans les années 2000-2010, c'était la surconsommation de télévision, avec des enfants qui regardaient la télévision le matin et qui arrivaient à l'école complètement inaptes aux apprentissages. Quand même, beaucoup d'enseignants, à l'époque, ont alerté sur ce fait. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus grave parce que à la télévision fixe qu'on peut regarder dans le salon s'ajoutent tous les écrans nomades. Et vous savez, on dit le smartphone, la tablette, c'est interactif. Oui, mais la plupart des enfants utilisent le smartphone. Comme une télévision portative. Comme une télévision Bien portative. Sûr. Ils l'emmènent dans toutes les pièces où ils sont et finalement, ils restent branchés sur les écrans en permanence. Donc un problème beaucoup plus aigu, mais les conseils qu'on avait donnés restent valables. Il reste absolument valable. L'inventeur du 3, 6, 9, 12, Serge, qui seront invités du Grand Oral. Serge, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. C'est l'heure de l'anti-sèche chez Magessel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous aviez bien aimé ma petite chanson? J'allais dire, je m'en suis toujours pas remise. Je vous en prie. Pourtant, c'est vous la chanteuse de l'émission. C'est un 25 avril, en 1792 en l'occurrence, que fut donc écrit l'hymne national, la Marseillaise, un des symboles de la République que les élèves étudient dès l'école primaire. Et oui, la Marseillaise est au programme scolaire depuis très longtemps, et ce donc dès l'école primaire, où on aborde donc les symboles de la République française. Alors on pense bien sûr au drapeau, bleu, blanc, rouge, on pense à Marianne, à la devise, liberté, égalité, fraternité, et enfin à la Marseillaise. Ce sont d'ailleurs les 4 symboles de la République qui sont aussi évoqués en cours d'éducation morale et civique en 3e. Bref, notre hymne national est omniprésent dans les programmes dès qu'il s'agit de parler de citoyenneté. Hymne militaire au départ, il suffit de connaître les paroles pour s'en rendre compte. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que la Marseillaise est strasbourgeoise. C'est exactement ça, puisque le compositeur... On va réviser votre géographie. Ouais. Le compositeur Rouget de Lille, en fait, écrit ce chant alors qu'il est officier en garnison à Strasbourg. Et à ce moment-là, la France a déclaré la guerre à l'Autriche. Et dans la rue, on placarde des affiches pour donner du courage aux soldats, aux armes, citoyens. Ni une ni deux, l'inspiration vient à notre jeune officier qui, dans la nuit du 25 au 26 avril, écrit et compose donc cette Marseillaise pour donner du courage à l'armée française qui se trouve sur le Rhin. D'ailleurs, c'est son premier titre. Pourquoi elle devient la Marseillaise alors? Eh bien parce que ce sont les Marseillais qui viennent prêter main forte aux soldats sur le Rhin, qui vont la chanter en chemin et la populariser. On l'a donc appelée d'abord hymne des Marseillais avant qu'il ne devienne tout simplement la Marseillaise. Et 3 ans plus tard, ça va super vite. La Marseillaise est décrétée chant national en 1795. Absolument, mais le changement de régime et l'arrivée de l'Empire font oublier ensuite un peu la Marseillaise, qui revient tout de même dans les années 1830. La même année, Berlioz compose sa célèbre orchestration. Sublime. Eugène Delacroix peint la liberté guidant le peuple, qui représente ce chant national. Alors elle est ensuite interdite sous le Second Empire, et c'est seulement en 1879 que la Marseillaise redevient l'hymne national. Et depuis 1958, la Marseillaise est inscrite comme hymne national dans la Constitution française, dans l'article 2. Et cet hymne national, l'apprendre ou pas l'apprendre, ça a toujours été un enjeu important à l'école. Bah oui, faut-il apprendre par cœur la Marseillaise? Est-ce qu'il faut rendre son apprentissage obligatoire? Est-ce qu'il faut la faire chanter le matin aux élèves? Les politiques se sont toujours emparés du sujet. On se souvient de la loi Fillon en 2005 qui avait rendu son apprentissage obligatoire. Et puis plus récemment, c'est François Hollande qui avait décrété que l'année 2016 serait celle de la Marseillaise après les attentats. Dans les écoles, cela signifiait clairement
notamment que les professeurs devaient favoriser l'apprentissage de l'hymne dans les chorales scolaires. Il fallait mettre encore plus l'accent sur la Marseillaise dans les cours d'histoire et de MC pour sensibiliser aux principes et aux valeurs de la République, mais aussi faire participer les élèves aux commémorations patriotiques. Merci beaucoup. Et si vous faites un peu d'archéologie, je ne sais pas, dans l'agence Canopée locale ou dans votre bibliothèque, vous trouverez peut-être un vieux CD, ça a une vingtaine d'années. C'est Jack Lang qui, quand il était ministre, avait fait ça. Il y avait plein de versions de la Marseillaise pour que ce soit aussi étudié à l'école dans ces différentes versions. Il y avait évidemment celle de Berlioz, mais il y en a une de Stockhausen. Il y avait évidemment Aux armées, etc. de Gainsbourg. Ça avait fait beaucoup de débats à l'époque. Ça fait rigoler Serge Tisseron. Allez, on le retrouve. Merci Emma. Merci. Nous, on se voit à la récré. Je me demandais si vous alliez le dire. C'est pour ça. Celui de Gainsbourg, oui. hein. Ah bah oui, quand même. Une référence. Grand oral. 56 minutes à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi et donc 1h34 à 5 ans et demi. C'est le temps que les enfants passaient devant les écrans jusqu'en 2017 sur une étude que vient de rendre publique l'INSERM. On en parle avec le psychiatre Serge Tisseron. Vous avez fait un premier commentaire sur ces chiffres en disant ils datent de 2017, donc avec le confinement et sans doute encore avec le complément d'équipement, ça a dû s'aggraver. Un petit mot des adultes quand même, si on veut faire des comparaisons. Ils donnent le mauvais exemple, c'est ça l'histoire aussi? Oui, alors il y a deux choses. D'abord, ils donnent de mauvais exemples. Alors, parfois malgré eux. Il ne faut pas oublier que pendant le confinement, beaucoup de parents étaient en télétravail et leur enfant n'était pas à l'école, forcément, confinement oblige, l'enfant était à côté d'eux et le parent était constamment sur son écran. L'enfant disait « je veux voir la télé » et le parent disait « non, les écrans, c'est pas bon ». Et le parent était sur son écran toute la journée. Donc ça a beaucoup compliqué les principes éducatifs. Mais il y a un autre problème aujourd'hui qui alerte beaucoup, ce sont les parents qui partagent leur attention entre leur smartphone et leur jeune enfant et leur bébé, parce que ils ont des activités sur smartphone, leur bébé appelle, ils y vont, mais en même temps ils veulent pas abandonner ce qu'ils sont en train de voir ou la conversation ou l'échange qu'ils ont, et du coup ils partagent leur attention. Il a été montré qu'à ce moment-là, lorsqu'un adulte partage son attention entre un interlocuteur, un jeune enfant et le smartphone, ses mimiques sont plus pauvres par rapport à l'enfant, puisqu'il y a une partie de son affectivité qui est accaparée par l'écran, et ces phrases sont plus courtes. Et il a été montré que les bébés peuvent en concevoir un certain sentiment d'abandon, avec des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance des mimiques, des troubles comportementaux. Puis il ne faut pas oublier l'envie de se précipiter sur le smartphone dès qu'il est disponible. Parce que le parent accorde tellement d'importance à cet objet, vous savez, que le bébé se précipite dessus. Si vous rentrez dans la chambre de votre jeune enfant en jonglant avec 3 pommes, votre enfant va avoir qu'une idée, c'est de prendre les pommes là où elles sont et d'essayer de les lancer en l'air. Si vous rentrez avec votre smartphone, il n'y aura que des tentatives de prendre le smartphone. Voilà. Ça n'a pas de sens pour lui, si ce n'est que... Et à la fin, il jongle avec 3 smartphones. Voilà. Voilà. Ça n'a pas de sens, si ce n'est que les parents qui investissent beaucoup cet objet deviennent des références pour que l'enfant l'investisse aussi. Et on le redit, vous avez parlé du langage tout à l'heure, du fait de s'exprimer, de parler, mais le regard, les mimiques, l'attention, tout ça, c'est fondamental. Ça a été montré par la recherche aussi, dans le développement, notamment du tout petit, mais ça continue après. Voilà, alors ça permet de dire que les écrans n'ont pas de toxicité. Les écrans ne rendent personne malade. Simplement, pour le jeune enfant, ce qui est dramatique, c'est que tout le temps qu'il passe devant un écran, il ne le passe pas à interagir avec un adulte. Et pourquoi c'est si important pour un bébé? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'heures d'éveil dans la journée. Il n'est pas comme nous. 7 heures de sommeil, 8 heures, ça ne lui suffit pas. Il a quelques heures d'éveil. S'il en passe 1 heure, 1 heure et demie sur un écran, il ne reste pas grand-chose pour les interactions. Et puis, si on les gâche, c'est vraiment catastrophique. Et si on les gâche, c'est absolument catastrophique. Et puis l'autre chose, c'est que l'autre problème, c'est que ces compétences dans le domaine du langage, de la reconnaissance des mimiques, de la socialisation, sont en construction. Et il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, ce que les neuroscientifiques appellent une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que ce qui ne se met pas en place pendant ces premières années va être très compliqué à mettre en place. Rattraper par la suite. On peut toujours rattraper, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut profiter de cette période qui est incroyablement propice aux apprentissages chez le bébé. Serge Tisseron, un mot quand même sur les effets délétères, donc non pas des écrans, mais du défaut d'attention et du temps que les parents ou les éducateurs peuvent passer avec les enfants. Quels sont-ils? Alors, je les ai évoqués. Il y a les problèmes d'apprentissage du langage, il y a le problème de la reconnaissance des mimiques. Les enfants qui se trompent sur les mimiques, on le voit à l'école élémentaire, maternelle, mais élémentaire. Des enfants qui n'arrivent pas à voir si un camarade a mal quand il le pince, par exemple, ou s'il rigole.
Donc trouble du développement de l'empathie exactement, tout ce qui touche au développement cognitif. Voilà, en fait. Le langage, l'empathie, les compétences psychosociales dont on parle beaucoup maintenant, et puis la capacité d'établir des liens, parce que c'est en établissant des liens qu'on apprend à établir des liens, et donc du coup des enfants qui vont soit se replier sur eux-mêmes, et toujours plus d'écran, c'est la spirale infernale, soit essayer d'interagir, mais de façon maladroite. S'ils ne reconnaissent pas les mimiques de leurs camarades, ils vont être toujours à contre-temps. Donc des problèmes de socialisation, et puis des risques de violence, évidemment. Parce que là aussi, on est dans des cercles vicieux. Voilà, parce que quand on n'arrive pas à avoir une bonne relation, on n'est pas bien, et soit on s'enfuit, on se replie sur soi, soit on attaque, soit on agresse. Une des idées importantes que vous défendez, Serge Tisseron, c'est donc de dire, l'écran en tant que tel n'est pas toxique, c'est dans les conséquences qu'il peut avoir, mais c'est également de dire aux éducateurs, aux parents, aux enseignants, à tout le monde, en fait, jouer avec les enfants, passer du temps avec eux. Oui. Il y a toute une éducation à faire aussi, ou à refaire de ce point de vue-là. Oui, voilà. Alors, vous évoquez tout à l'heure l'anniversaire 3-6-9-12. Au début, quand j'ai commencé, j'ai dit pas de télé avant 3 ans. Ouais. Et puis, finalement, je me suis aperçu qu'il y avait mieux à dire. Et maintenant, pour les enfants de 3 ans, je ne parle pas de 6-9-12, mais pour les enfants de 3 ans, on dit jouer, parler, arrêter la télé. C'est-à-dire, il faut absolument que les parents comprennent que leur enfant a besoin de jouer avec eux. Voilà. Et puis quand on joue, on parle forcément. Et quand on parle, à un moment, il faut espérer que quelqu'un va dire « mais on s'entendrait mieux si on arrêtait la télé ». Et tant qu'à faire jouer en plein air, quand on a la possibilité de le faire, on a des enfants qui sortent beaucoup moins qu'avant, et ça, c'est pas bien non plus. Voilà, mais alors vous savez, moi j'ai des directeurs d'établissement qui m'alertent sur le fait qu'en CM1, CM2, il y a des enfants qui passent tout le samedi, tout le dimanche sur les jeux vidéo. Ouais. Le problème, c'est que quand on regarde leur environnement, on ne voit vraiment pas où ils iraient jouer dehors. C'est pour ça que je précisais, pour celles et ceux qui le peuvent. Il y a un gros problème politique de la ville de créer des espaces. La ville des enfants. Serge Tisseron est psychiatre, membre du Conseil national du numérique. Il a publié plein d'ouvrages, dont, je cite les 2 derniers, Le déni ou La fabrique de l'aveuglement, c'était chez Albin Michel en 2022, et Vivre dans les nouveaux mondes virtuels, concilier empathie et numérique, 2022 toujours, mais chez Duno. On se retrouve juste après la récré. Nous on fait des récrés, c'est notre aération à nous. Et nous batifolons dans ce studio verdoyant. Non, pas du tout. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Vous nous parlez en cette récré de drôles de sculptures de trolls dispatchés un peu partout dans le monde. C'est dû à un artiste. Et oui, je vous en parle parce que justement l'artiste qui a fait ça, un Danois, Thomas Dambo, vient d'installer sa 100e œuvre. Donc il s'agit en effet de trolls, comme un clin d'œil aux héros de son enfance, puisqu'en Europe du Nord, il y a beaucoup de trolls dans les contes, et la plupart du temps, ils vivent dans la forêt. Et donc il s'est dit, je vais faire pareil, je vais sculpter des trolls dans la forêt. Exactement. Et en plus, c'est une œuvre écologique, puisqu'il n'utilise que du bois recyclé, beaucoup de palettes notamment qui lui sont données. Alors vous voyez des images, on va en voir, chaque œuvre est différente, ça se passe toujours dans une forêt. D'accord, il y en a 100. On peut les voir dans quelle forêt il est allé? Alors déjà, il y en a une trentaine au Danemark, normal, d'où l'artiste est originaire, mais il y en a en Chine, regardez, il y en a aux États-Unis, il y en a en Belgique, et bien sûr, il y en a en France. Wow, et donc, pour le voir en France, il faut aller dans le parc d'attractions Elfie Park Ardennes. C'est dans l'est de la France. Génial, extraordinaire. Voilà. Et donc, on peut tomber là-dessus par hasard. Absolument. En bois, recyclé. On ne crie pas. Mais voilà, mais ça fait une chouette activité de dire aux enfants, venez, on va voir le troll. Plutôt que pose-moi ce smartphone, voilà. Justement, on sort le smartphone pour faire le selfie. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a plein de selfies, j'ai vu plein de photos avec des selfies, mais beaucoup d'enfants aussi qui sont fascinés par ces grandes sculptures. Merci pour cette balade dans la nature Grand Oral, Serge Tisseron. L'INSERM le rappelle, dans cette étude qui vient de sortir, l'Organisation mondiale de la santé, tout comme l'Académie américaine de pédiatrie, recommande de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans. En France, la limite d'âge sans écran a tendance à être fixée à 3 ans, sous l'impulsion notamment, l'étude le rappelle, de ces fameuses balises 3, 6, 9, 12 qui avaient été proposées dès 2008 par Serge Tisseron et reprise d'ailleurs ensuite par l'ARCOM, enfin le CSA à l'époque, l'ARCOM aujourd'hui, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique. Comment éloigner les enfants des écrans? On en parle avec vous, Serge Tisseron. Il y a cette proposition de loi que je mentionnais en début d'émission, portée par 2 députés, Caroline Janvier et Aurore Berger. Elle cible spécifiquement les 0-6 ans. Ça, c'est le bon côté de la proposition de loi. C'est le bon côté. Vous savez, on dit beaucoup de bêtises sur les ados qui seraient camés au smartphone et tout. Bon, c'est pas si dramatique. Ils sont camés tout court, pas seulement au smartphone. Il n'y a pas de problème de santé publique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une période de l'adolescence. Voilà. En revanche, pour les 0-6, oui, il y a des vrais problèmes. Je l'évoquais tout à l'heure.
pas seulement l'enfant devant les écrans, mais l'enfant qui n'arrive pas à communiquer parce que son entourage est sur les écrans. Il a même été montré aux États-Unis que dans les jardins publics, il y a beaucoup plus d'accidents maintenant qu'il y a 15 ans parce que les accompagnateurs sont sur leur smartphone et les enfants dans les jardins publics ne sont pas surveillés. Voilà. Donc elle a bien raison de cibler les 0-6 ans. Ouais. Alors il y a beaucoup de propositions très positives. Il y en a un certain nombre qui relèvent de l'autorité de l'État et ça vous les encouragez. On peut peut-être en citer quelques-unes que vous trouvez bien. Oui, alors former le personnel médical, le personnel paramédical, créer des documents d'information qui pourront être largement diffusés. Notamment dans le carnet de grossesse, ça, vous êtes attaché à ça. Dès le début, on informe les futurs parents. Voilà. Et je dis volontairement parents et pas seulement les mamans, voilà. Les parents. Alors ça existe déjà un petit peu, puisqu'on m'avait demandé mon avis il y a quelques années quand les documents avaient été refondés. Et il y avait déjà une mesure qui est importante qui avait été mise, qui se résume de la façon suivante: laisser un enfant de moins de 3 ans devant dans une pièce où un écran est allumé nuit à son développement, même s'il ne regarde pas l'écran. Et ça, il faut le dire et le répéter, parce que beaucoup de parents disent ils jouent sur la moquette et ils ne regardent pas l'écran. Non, ça nuit à son développement, ça a été montré. Eh bien parce que l'enfant a besoin d'apprendre entre autres, à se concentrer. Et vous savez, pour apprendre à nager, on nage, pour apprendre à conduire, on conduit, pour apprendre à se concentrer, on se concentre. Et le problème, c'est qu'il est dérangé par les bruits de la télé, par les lumières de la télé, et du coup, ces périodes de jeu dans lesquelles il apprend à se concentrer sont beaucoup plus courtes, et cela fait que ça nuit à son apprentissage de la concentration. Et ça croise ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le faible temps éveillé dont on dispose chez le petit enfant, et il faut vraiment que ce temps soit qu'on ne le gâche pas et qu'on ne gâche pas le développement futur de l'enfant. D'autres mesures ne relèvent pas de l'État, plutôt des villes, des éducateurs, etc. Et là, vous l'avez fait notamment dans une tribune dans Le Monde, vous êtes un peu déçu pour le moment. Oui. Vous aimeriez qu'on aille plus loin. Alors d'abord, je suis gêné que cette loi trouve sa place dans une loi plus large sur les questions d'addiction au tabac, d'addiction à l'alcool. Il faut dire et répéter qu'il y a bien, en effet, une addiction aux jeux vidéo dans des situations extrêmes. Le gaming disorder, c'est ça ? Le gaming disorder, il faut que la personne, adulte ou enfant, soit totalement désocialisée depuis plus de 12 mois. Heureusement, c'est assez rare, déscolarisation, absence de travail plus de 12 mois, c'est rare. Sinon, c'est du gaming disorder. Mais il n'y a pas d'addiction au smartphone, qui est reconnu par la communauté internationale. Il n'y a pas d'addiction à la télévision, sinon beaucoup d'entre nous en auraient. Et d'addiction à l'ordinateur, heureusement, parce que tous les gens qui sont en télétravail en auraient une aussi. Donc, si vous voulez, ça me gêne parce que ça risque de créer une confusion dans l'esprit des parents. Et justement, si on crée une confusion entre surconsommation d'écran et addiction, les parents vont dire l'addiction, ça relève de la médecine, ça relève... C'est une maladie. Donc on emmène le gamin chez le médecin. Non, ça relève de l'éducation. Il n'y a pas d'addiction, il y a ce qu'on appelle des mauvaises habitudes comportementales, qu'on connaît tous. Quand on prend l'habitude de regarder son smartphone avant de se coucher ou en se levant, le jour où ça ne va plus être possible, on va en souffrir un petit peu, mais très vite, on va s'en coucher autrement. Ça va durer 3 jours. Alors, l'avantage des habitudes, c'est que ça se prend, mais ça se déprend aussi rapidement. Les habitudes, c'est compliqué de s'en défaire, mais c'est possible. C'est possible. Il faut un peu de volonté. Une vraie addiction, ça ne suffit pas. Il faut un soutien thérapeutique. Et est-ce que cette loi, justement, puisqu'il faut parler aux parents, aux éducateurs en général, elle leur parle suffisamment ? Alors, oui, parce que les parents ne savent pas quoi faire, ils sont inquiets. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Après... Comme j'explique aussi dans ma tribune du Monde, il faut qu'il y ait des alternatives. Et ça ne relève pas du pouvoir central. Ça relève des politiques de la ville. Or, vous savez, aujourd'hui... Accès aux cours de récréation, vous le citiez notamment. Alors, il faudrait que les cours de récréation et les gymnases des établissements scolaires soient ouverts le samedi et le dimanche. Je crois qu'à Paris, vous savez, Paris a lancé un grand plan de cours oasis un peu arboré, pas assez à mon avis, mais un petit peu. Mais il n'y en a que 5% qui sont Bien sûr, ça reste très expérimental. Et encore que le samedi après-midi, 5% le samedi après-midi. Un travail général d'ailleurs sur un tas de lieux. On parle en urbanisme d'intensité d'usage, c'est-à-dire tous ces lieux qui ne servent qu'une partie de la journée ou qu'une partie de l'année et qui pourraient être beaucoup d'espaces sportifs qui sont ouverts la semaine et pas le dimanche devraient être ouverts le dimanche. Alors évidemment, c'est un investissement financier, mais quand même, c'est un investissement pour la jeunesse, quoi. Quand même, un pays a besoin de se préoccuper de sa jeunesse. Créer des espaces d'échange aujourd'hui, des espaces de jeux, d'échange physique, de compétition physique, c'est un problème de santé publique. Et on a bien vu d'ailleurs qu'à la fin du confinement, les enfants qui se retrouvaient dans la cour de récréation, ils exultaient de joie. Il y avait des gens qui avaient dit, vous allez voir, ils ont tellement pris l'habitude des écrans qu'ils ne vont plus pouvoir jouer entre eux. Oh là, non. Ils étaient ravis de se dépenser et de retrouver les amis. Il y a une dimension sociale très forte. En somme, le problème
problème majeur pendant les premières années de la vie, c'est la surexposition des enfants aux parents scotchés à leurs écrans et pas juste la surexposition des enfants aux écrans. Je vous cite dans cette tribune du Monde. Vous restez avec nous. On va parler d'un mythe absolu des cantoches. Ça existe depuis toujours, les vers Duralex, avec Serge Tisseron, dont je rappelle les 2 derniers ouvrages parus, Le déni ou la fabrique de l'aveuglement, c'était chez Albin Michel en 2022, et Vivre dans les nouveaux mondes virtuels conseillés empathie et numérique chez Duno. Vous avez fait Oui, bah oui, ça me parle. Et ouais, bah alors dans ce cas-là, il va falloir, dans cette générosité qui vous caractérise, céder cette place à Amélie Paris. C'est possible? Oui, c'est possible. Génial. Les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Maurice Utrillo. C'était à Paris dans le 18e et chroniqueuse dans cette émission. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravie de vous revoir. Vous nous parlez aujourd'hui d'un objet qui s'empile toujours sur les tables des cantines scolaires. Il est incrusté dans notre mémoire collective comme le chiffre qui est inscrit au fond. Eh oui. Vous le voyez, le verre Duralex? Mais évidemment. En plus, ils ont repris la production. Ils avaient arrêté un petit peu cet hiver à cause de la crise énergétique. Oui. Donc moi, je vais vous parler surtout du modèle Gigogne. Alors vous savez, c'est le modèle un peu rond avec la ligne au milieu. Je vois très bien. Donc c'est le premier modèle qui est sorti de l'usine en 1946 et qu'on appelle chez Duralex le gobelet. Alors il ne faut pas le confondre avec son petit frère, le modèle Picardie, qui lui est né. Ah bon non, ça c'est Picardie, on le voit tout de suite. Alors le Gigogne, il est encore sur toutes les tables de toutes les cantines et cela dure depuis de longues années. Et on regarde tous au fond pour savoir quel âge on a. Et oui. Regardez Serge Tisseron se marie. Ouais, moi aussi j'ai regardé. Un jeu qui nous a tous passionnés et qui pouvait nous vieillir ou nous rajeunir Absolument. du jour au lendemain. Bon, on s'en doutait, évidemment, le chiffre ne correspond pas à un âge. Non. Mais non. C'est pas 3, 6, 9, 12? Ça s'effondre. Docteur, j'ai besoin d'une analyse dans la minute. Non, c'est le numéro du moule dans lequel le verre a été fabriqué et qui permet de remonter la chaîne en cas de défaut. Et il je n'en savais existe ça, en que plus. Vous saviez ça 48. Non. C'était le numéro du moule. Je savais pas que- Il en existe que 48. Ah ouais, d'accord. Donc, on ne peut J'aurais pas jamais avoir 49 ans. 48 ans. Ah, c'est trop, j'adore Duralex. Autre vertu quand même des verres Duralex, la solidité. Mais oui, c'était d'ailleurs le slogan à l'époque, de la vaisselle de tous les jours, pour tous et pour toujours. Alors sa solidité est due au fait qu'il soit en verre trempé, donc c'est-à-dire un verre fabriqué par un processus de chauffage extrême et de refroidissement rapide. Et c'est ce procédé qui le rend presque 3 fois plus résistant que le verre classique. Ah, c'est presque incassable. Ben oui, quasiment incassable. Vous imaginez que de nombreux foyers se sont équipés en vaisselle Duralex dans les années 60. Au moment où les lave-vaisselle faisaient aussi leur entrée dans la sphère privée. Comme ça, on était sûr de ne pas ébrécher sa vaisselle. Et puis, les gestionnaires des établissements en ont commandé par milliers pour éviter la casse. Les années 60, c'est à peu près 15 ans après le lancement du verre, et c'est vraiment l'âge d'or. Mais oui. Alors, une anecdote même rapportée par le magazine Entreprise en 1965 raconte qu'en 1956, les joueurs de foot du Real Madrid venus à Paris pour la Coupe d'Europe, venus jouer au Parc des Princes, exactement, ont voulu, dès leur arrivée en France, aller acheter de la vaisselle Duralex. Non, extraordinaire. Vous imaginez sa popularité. Dans les années 60, ils sont vendus dans 120 pays et on raconte même qu'un riche américain se serait fait fondre un verre Duralex en or massif. Un verre qui a connu quelques avanies par la suite. Mais ouais. La verrerie a entamé son déclin à la fin des années 70 et les décennies suivantes l'a trouvée ringarde. Alors des pots de bilan, rachats successifs, mauvaise gestion, mais résistante jusqu'au bout, la marque s'est relevée et semblait renouer avec le succès dans les années 2000 et 2010. Et on se souvient de Daniel Craig, donc James Bond, en train de boire un whisky dans un verre Duralex. Là, c'était le modèle Picardie. Non, mais c'est James Bond. Il boit pas un whisky. Il boit un whisky avec un scorpion sur la main. Ah oui. Non, quand même. Moi aussi, je sais boire un whisky dans un verre Duralex. Et puis ensuite, le verre, alors le modèle Gigogne et le modèle Picardie ont fait leur entrée au MoMA donc la boutique du Museum of Modern Art de New York, merci, et notamment en version colorée. Et après, ces verres ont même été copiés comme les objets de luxe. Ouais, c'est culte. Pourtant, à l'automne dernier, l'entreprise qui a été rachetée en 2021 par Pires, comme je le disais, avait dû arrêter ses fours. C'était la crise, c'est ça, l'augmentation des prix du gaz? Oui, c'est ça, multiplication du prix par 20. Le groupe Arc était dans le même cas. Donc, pendant 5 mois, les salariés se sont contentés de liquider les stocks. Mais le 17 avril dernier, donc très récemment, les fours ont été relancés, même si le prix est toujours plus élevé, mais beaucoup moins qu'autrefois. Donc, on imagine quand même que les verres Duralex vont rester sur les tables des cantines. Et on va pouvoir continuer à jouer pour l'âge. Ça me rappelle votre chronique sur le Big 4 couleurs. Oui. Il y a quand même des objets intangibles
de l'enfance et de l'adolescence dans les écoles. Ouais. Amélie, merci beaucoup. Serge, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Le 36912, on le révise. Et on va évidemment suivre le parcours de cette proposition de loi et sa discussion au Sénat. Peut-être qu'on en reparlera après. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Emma Frari pour la préparation de l'émission, qui en régie aujourd'hui sont assistés au son par Saïd Mamou et à la réalisation par Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais n'abusez pas des écrans, ou alors si vous êtes un enfant, vous racontez l'émission après à vos parents, tout ira bien.